Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Apprenti des critiques, je poursuis ma progression dans l'univers riche et varié du cinéaste Richard Linklater. Et en attendant de parler du troisième volet de sa trilogie Before, je fais une petite pause pour m'attarder sur son A Scanner Darkly, sorti en 2006, l'adaptation d'un des romans célèbres de Philip K. Dick, Substance Mort, ça c'est le titre en VF, mais on a gardé donc son nom original, y compris donc pour cette adaptation et la sortie chez nous. Alors, K. Dick et le 7e art, c'est une grande histoire d'amour, du moins depuis l'adaptation Blade Runner de Ridley Scott. Il y a eu aussi Total Recall ou Minority Report, pour ne citer que. En attendant, espérons un jour que quelqu'un se colle sur la mise en image de son chef-d'œuvre absolu, Ubik. Ce que Linklater avait failli faire là, mais finalement, parce que c'était trop compliqué pour plein de raisons, il s'est rabattu sur quand même un bouquin pas forcément plus facile à adapter. D'où l'utilisation peut-être d'une technique d'animation en rotoscopie, populaire dans les années 60-70, qu'il avait remis lui-même au goût du jour dans son Waking Life, que je n'ai pas vu, et qu'il réutilisera encore après, récemment, dans son Apollo 10,5, à chaque fois pour jouer sur les perceptions. Dans Waking Life, apparemment, c'était autour des rêves. Là, c'est sur qui est-on vraiment, schizophrénie, paranoïa, voilà. Tandis que Apollo 10,5, ça sera plus sur la nostalgie et le souvenir. Parce que cette technique d'animation-là, elle est complètement en raccord avec ce que nous raconte l'intrigue. Et si jamais quelqu'un se met à faire Ubik, j'imaginerais cela plus en film d'animation qu'autre chose. Mais ça, c'est à part. Donc qui avons-nous pour interpréter quand même des personnages qui jouent vraiment, physiquement, ils sont là, mais après on les retouche? Eh bien, Keanu Reeves, par exemple, après la trilogie Matrix, autre histoire de perception différente, là. Robert Downey Jr. avant le MCU et qui lui-même connaissait, alors, il avait connu, je pense qu'il allait mieux déjà à l'époque, quelques soucis en rapport avec le thème principal ici évoqué. Intéressant, ça, une forme de mise en abîme peut-être. Winona Ryder également là, ainsi que Woody Harrelson pour les principaux. Citons aussi, et c'est le premier qui apparaît à l'écran, Rory Cochrane qui était dans Génération Rebelle, l'un des premiers films de Richard Linklater. Alors, pour simplifier le synopsis, ici ça se déroule dans un futur proche, alors que le roman date des années 70, ici on redécale un petit peu, on réadapte de façon entre guillemets plus moderne. Futur proche donc, où les États-Unis n'est pas une dystopie, mais on s'y approche indirectement. Mais 20% de la population Obama est soumise, est dépendante d'une drogue qui s'appelle la substance M, substance D, D pour death, mort en français donc. Une drogue qui est très addictive et qui procure pas grand chose de bien. Apparemment, après une prise, on peut plus s'en sortir. Ça rappelle un petit peu l'héroïne et tout. Malheureusement, il y a quelques drogues là-dessus qui sont impardonnables. Ou, en ce moment, aux États-Unis, le fentanyl. Comme quoi, bon. Et du coup, il y a quelqu'un qui enquête sur cela. Un policier, membre de la brigade des stupéfiants, à qui on va confier une mission sous un autre nom, où il est brouillé visuellement et sur l'identité. Tout ça va ensemble. Il doit donc incorporer un groupe d'addicts et lui-même se rendre addict à cette drogue, ce qui veut dire que techniquement, et ça on le sent dès le début, on le sacrifie en ce sens, ce qui est assez compliqué. Donc Bob Arthur, c'est son vrai nom, enfin qu'est-ce qui est vrai dans le film? Bonne question. Alias Fred va devoir, en étant avec ces gens, rencarder ensuite ses supérieurs, tout en ayant, on va dire, une amie qui est dealeuse, qui s'appelle Donna. Enfin, il y a toute une histoire là-dedans où pas mal de dialogues d'ailleurs se mettent en place, pas mal de scènes un peu étranges, et il faut savoir faire abstraction de beaucoup de choses, y compris quand on lit le bouquin, un livre que j'ai découvert il y a pas longtemps, 3-4 ans environ, qui m'avait laissé parfois un peu pantois, mais alors c'est une ambiance, c'est une atmosphère, et quand tu arrives au bout, c'est bien plombé, quoi. Eh bien, sur ce point, Richard Linklater, il fait quelque chose de fidèle. Pas forcément fidèle sur toutes les ficelles ou toutes les révélations, mais franchement, j'ai envie de dire, l'intrigue ou le scénario, c'est très secondaire, là. Oui, il y a des twists, il y a des trucs, notamment à la fin. Je ferai une zone spoiler, pas pour tout expliciter, non, mais pour au moins la scène finale, qui est très forte, en fait. Ce qui est passionnant là, c'est nous mettre à la place, c'est ce que fait Richard Linklater, c'est ce qu'a fait Philip K. Dick,
de ce personnage principal. Ce qui fait que nous, spectateurs, on subit les doutes, la dissociation d'identité, si vous voulez, donc une forme de schizophrénie, et aussi une certaine parano, plus on progresse, de ce personnage principal qui se sent investi donc d'une mission, mais qui lui-même n'est pas certain de celle-ci. Tout ceci est révélé dès le premier monologue qu'il doit faire, une sorte de discours, où il en oublie son texte, parce que est-ce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il fait, ou ne se sent-il pas comme perdu déjà d'avance dans cet engrenage-là. Ce qui veut dire que Bob Arthur, qu'on ne voit pas d'emblée, parce que il y a ce système-là, futuriste, hein, c'est le seul truc vraiment SF du film, en vrai. Sorte de costume brouillage, où en fait, pour protéger son identité, il a quelque chose qui fait qu'on ne sait pas qui il est, niveau voix, niveau visuel. Il y a une voix de synthèse, et il y a plein de visages qui apparaissent toutes les microsecondes, enfin peut-être pas microsecondes, on voit des visages qui... Enfin, bref, il est plusieurs personnes, c'est le Everyman, hein, je crois que c'est ça l'explication à un moment. Et si vous faites attention d'ailleurs, parmi ces multiples visages, à un moment apparaît celui de Philip K. Dick. Bon, il va y avoir d'autres caméos indirects là-dedans. Bref, il est lui-même personne ou tout le monde pour les gens quand il parle, et de lui-même en intérieur, on le voit derrière sa coque, là derrière cette apparence, il ne sait pas vraiment s'il est lui-même quand il parle, quand il débite cela. Et quand il est avec lui-même, qui est-il vraiment, Fred ou Bob Arthur? Ou l'image qui se renverrait d'une vie paisible? À un moment, il a des visions où il serait père de famille. Parfois, on peut se poser la question, ne serait-ce pas sa vie d'avant, ou quelque chose qu'il aspire à être? Il y a des non-réponses aussi, et il ne faut pas chercher à tout vouloir comprendre. Bref, nous, spectateurs, on est là, on ressent ce qu'il ressent, et donc on est paumé, comme le personnage. Et parfois, on passe d'un truc à l'autre, du coq à l'âne, si vous voulez. Et ça peut être très perturbant. C'est normal. Ça va de pair avec cette technique de rotoscopie qui donne une fausse fluidité à l'ensemble, quelque chose de très artificiel, qui est flippant d'une certaine manière, un autre monde qui n'est que le miroir de ce qui n'est pas vraiment en fait. Et c'est vrai qu'il faut l'accepter, c'est pas évident, mais quand tu connais le bouquin, c'est plus facile à digérer, je pense. Vous tombez sur ce film sans connaître l'univers de Philip K. Dick, attention. Mais après, si vous allez à fond dans l'expérimentation, ça peut vous bluffer. Petite parenthèse d'ailleurs, en parlant d'expérimentation, le film a été coproduit par Steven Soderbergh, qui n'est pas le dernier hein, pour tenter des choses, déjà à l'époque et depuis aussi. Donc après, ça déroule. Hein. Ce qu'il faut ressentir, c'est justement ces émotions ou ces pertes d'émotions, cette idée de la paranoïa continue. Alors à travers le personnage de Robert Downey Jr. qui est toujours en train de débiter des trucs, avec son phrasé habituel en plus, qui colle parfaitement. Il faut savoir que l'acteur donc sortait plus ou moins, je ne sais pas s'il allait mieux à l'époque, hein, d'une sorte d'addiction, drogue, alcool, enfin... Donc, techniquement ici, il peut mettre un de ses alter ego à l'œuvre pour jouer le personnage. Et derrière, bah, dès le début, la première scène sur un personnage qui est censé être secondaire, mais qui marque beaucoup cette folie-là de l'addiction. On a un personnage secondaire, donc certes, mais qui est toujours là en filigrane. Il va même avoir droit à ces scènes à lui, notamment une scène où il va halluciner un personnage en buvant un Bordeaux, ou je sais pas quoi, un grand cru. Bon, un monsieur qui croit avoir des créatures, des sortes de poux ou autres bestioles sur lui. Et là, l'animation d'emblée est justifiée. C'est le passage le plus animé, si vous voulez, du film, avec des petites bêtes qui courent, mais en fait, les bêtes, elles sont dans sa tête. Hein. C'est assez violent, en fait. Donc, après, tout ce qui va se passer, tous les autres gens qu'on voit brouiller comme ça, il y a d'autres doubles identités potentielles, tu le sens venir. Même dans le bouquin, je sentais qu'il y avait un petit twist à ce niveau. Mais K. Dick, c'est pas ça le plus important. Dans son écriture, de toute façon, d'emblée, même dans Ubik, si vous lâchez prise un peu, il y a l'idée de ce discours sur un monde qui n'est pas le monde dans lequel K. Dick, vivait, mais celui qu'il anticipait sur comment la société pouvait évoluer dans ce capitalisme absolu, dans ce discours-là d'une Amérique qui veut le profit, qui génère des choses, qui génère le mal pour faire semblant de le corriger, pour après, surtout, s'enrichir. Là, on le sent. Côté un peu totalitaire aussi de la surveillance perpétuelle, un vague aspect orwellien, évidemment, sur le fait en plus que les gens commencent à perdre pied, et c'est quand même 20% de la population. C'est pas rien, c'est immense ça. Hein. Donc, c'est cette idée
de feeling global qu'il faut accepter. Et aussi, c'est très personnel pour Kellic, hein, cette histoire, puisqu'il a dédié son livre à des gens qui ont connu et qui ont sombré dans la drogue, lui-même ayant été à deux doigts d'eux. C'est-à-dire que il n'a jamais vraiment été addict, du moins c'est ce qu'il prétendait. Hein. Après, voilà. Il a testé des drogues, notamment le LSD, puis il y a eu des histoires promotionnelles comme quoi il aurait prétendu, ou c'était sa boîte d'édition, hein, qu'il aurait écrit sous substance des trucs, mais en fait, jamais vraiment, soi-disant. Après, quand on voit comment il écrit, c'est vrai que peut se poser des questions, mais après, c'est le génie aussi du créateur, de nous laisser dans la possibilité de croire ou non. Donc voilà, c'est exactement ça aussi. Et donc évidemment, il y a un hommage à la fin qui est rendu, comme dans le film et dans le livre, hein, à ces gens qu'il a connus et qui ont tombé dans la drogue. Lui qui a connu cette époque, hein, les années 60, 70, forcément, il a testé. Oui, certes, lui, il n'est pas resté dedans, mais d'autres, malheureusement, y ont terminé leur existence. Et donc, spoiler quand même, alors, spoiler, si on veut, moi j'ai pas envie, oui, bon, on peut révéler que le personnage de la dealeuse et tout est en fait la supérieure sous le nom de Hank, qui est derrière un brouilleur. Ok, d'accord. Ce que l'on comprend facilement, c'est que Fred, Bob Arthur, tout ce que vous voulez, donc, est utilisé, c'est un pion qu'on met là contre son gré ou pas, parce qu'en fait c'est sa mission, donc il bosse pour eux. Mais bon, on le met dans la drogue, c'est pour une autre chose, pour faire péter la couverture de quelqu'un d'autre, enfin, c'est pour le personnage Robert Downey Jr., donc c'est juste un fusible qu'on condamne, qu'on sacrifie. Comme un soldat en fait, c'est un peu ça, c'est le soldat. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, et on prétend qu'on pourrait le soigner, après en le mettant dans une sorte de cure de désintox de la société New Path, qui aide donc ces gens-là, mais bon, on sent qu'ils sont perdus, donc on les réinsère sans vraiment les réinsérer. Et donc l'ironie et le cynisme absolu derrière, c'est que c'est une grande corporation qui prétend soigner les gens d'un mal qu'elle a créé elle-même. Bah oui, ça vient de là leur drogue. La substance D vient d'une sorte de fleur que l'on voit à la fin. Et la violence du propos est quand même assez forte. Le personnage donc, de Bob, Fred, Keanu Reeves, si vous préférez, on va l'appeler comme ça, derrière devient l'esclave sous forme de réhabilitation. On se sert de lui pour ramasser des trucs dans un champ. Ça peut rappeler des choses quand même, hein. Attention, hein. Quelques échos sur l'histoire. Et il va avoir la perception de voir ces fleurs bleues-là. Et il comprend, d'ailleurs, on ne le lui cache pas, mais comme il est bloqué dans cette sorte de ferme, prisonnier d'une ferme à ciel ouvert à travailler, quoi, on lui dit oui, les fleurs et tout, on lui fait comprendre que bah oui, c'est nous qui faisons cela. Voilà. Mais personne ne le sait. Et puis après, il ne les voit plus, les fleurs, il les voit plus. Question de perception. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, tu comprends qu'il est dans le truc, et le film ne va pas te faire miroiter la possibilité d'une libération et qui pourrait prévenir tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. Le bouquin non plus. Il y a une forme de fin comme ça, boum, bien plombante, comme quoi le système a déjà gagné et qu'on n'en sortira jamais. Et c'est ça, la force du propos final, au-delà donc des révélations et des twists, de machin de choses, c'est que tu sens que c'est une condamnation qui est là dès le début. Dès les premières scènes, en fait. Et dans la mise en scène, ça renforce cette idée d'artificialité faussement fluide, là, d'un monde qui est de toute façon condamné, qui se condamne tout seul et qui est avec volonté derrière de contrôler aussi, et de faire tourner un business qui a sacrifié quand même un cinquième de la population, voire plus, à l'avenir. On est dans cette idée-là, ce qui rend d'ailleurs l'atmosphère encore plus étrange et dure à accepter, mais c'est le genre de film, vous arrivez au bout, et vous comprenez donc l'intention, et c'est ça le principal. Je ferme la zone spoiler. C'est vrai que Richard Linklater, sans papier ici, sort un petit peu de certaines de ses obsessions sur la jeunesse et le souvenir, la mémoire, et quelque part non, parce qu'il brouille ceci dans une forme de fin d'innocence absolue, de comment des êtres humains tombent dans quelque chose et ne peuvent pas s'en sortir. Il y a une forme d'emprisonnement. C'est vrai qu'il enferme souvent ces personnages. Certes, des fois, ils sont quand même là, ils vivent, ils avancent et ils continuent, quoi, hein, comme la trilogie Before, mais il y a quelque chose qui les ramène aussi à un souvenir, une idée d'avant, quoi. Et là, c'est pas forcément cela, mais c'est juste quelque chose, une mission dans lesquelles beaucoup de personnages, en tout cas, sont bloqués, enfin, surtout le personnage principal, et cette société avec, il n'y a pas d'échappatoire possible, quoi. Quand bien même on ait une vision, à un moment, donc, sur une vie parfaite, un peu étrange, celle-là. Mais bon, ça, c'est libre à interprétation. Scanner Darkly, donc, c'est quand même un objet assez opaque et complexe, sous forme de fausse artificialité lisse, mais qui renferme beaucoup de profondeur, et qui en dit beaucoup
sur la vision sociétale de Philip K. Dick, et donc, ici par extension, de Richard Linklater, qui a voulu peut-être pointer du doigt des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il en a fait une œuvre cinématographique assez intéressante et intense sur plus d'un point. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, comment vous l'inscrivez dans la carrière de Richard Linklater. Alors, j'ai pas vu Waking Life, peut-être que je m'y intéresse un jour. Apollo 10,5, oui. Voilà, déjà il y a ça, mais ailleurs et sur d'autres œuvres que je n'ai pas encore vues ou mentionnées, bien sûr, vous êtes libre de faire tous les raccourcis. Je vais dire, oui, faire raccourci peut-être pas, mais tous les liens que vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!